tous, c'est Mélisse en Mélo et on se retrouve pour la suite de la présentation précédente. Et aujourd'hui en particulier, on va se focus sur mes premières lectures du Sweetie Gourmet Challenge et notamment je pense deux très bonnes lectures, mais une excellente lecture. Il s'agit de Meute de Karine Rehnberg qui n'aura pas traîné dans ma palle puisque je l'ai acheté et fait dédicacer d'ailleurs, il me semble, tout à fait aux Imaginales. J'en avais entendu énormément de bien par Benjamin des Mots Magiques et c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers ce roman sans aucun regret. Alors c'est une grosse brique qui peut faire un peu peur, il fait 565 pages, quelque chose comme ça, donc presque 600 pages, mais ça se lit à une vitesse. Je lui ai mis la très bonne note de 18 sur 20 et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par la plume parce que après la couverture, qui est juste magnifique, c'est ce qui frappe le plus quand on rentre dans ce roman, puisque c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir, de lire. C'est un roman écrit à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu tout le temps. C'est extrêmement surprenant, très original, et on pourrait croire, et je pense que pour certains ça fait cet effet là, que ça décroche complètement du récit, mais en fait c'est extrêmement immersif. Moi j'avais jamais lu ça, j'ai eu un peu de mal, il faut s'accrocher au début. Mais alors une fois que j'ai des prises dedans, impossible de décrocher quoi. Et alors c'est dû à l'histoire, c'est dû au personnage, c'est dû à plein de choses, mais la plume y est pour beaucoup. Elle est très particulière, mais enfin voilà, ça donne quelque chose d'absolument unique que j'ai adoré. En plus du fait qu'elle est, je trouve, plutôt jolie, cet aspect là de la narration, voilà, ça a fait carton plein, incroyable. On est dans un univers extrêmement sombre, très dark, avec beaucoup d'hémoglobine, beaucoup de blessures, beaucoup de combats, quelque chose de très adulte, très dur. Et en fait, ce qui est, je trouve, le plus effrayant, c'est qu'on est sur un modèle presque post-apocalyptique, mais en même temps pas post-apocalyptique, et qui se situerait, je pense, plutôt dans un futur assez proche. C'est d'autant plus effrayant, puisque on est sur un monde où bah voilà, il y a finalement très peu, voire plus de ressources disponibles, les gens doivent se battre pour les avoir, les villes, la ville sur laquelle on se concentre en particulier est dirigée par une espèce par des gangs qui se battent pour différents quartiers, l'accès aux soins est compliqué, énormément d'orphelins élevés à la dure, et finalement je regrette, je pense que ça va être mon petit regret sur cette lecture, que cette partie de l'univers soit, même si c'est pas le sujet principal du roman, soit assez peu creusée, puisqu'on sent bien qu'il y a une grosse marche entre eux. Les gens de la FLAC, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui sont un peu les riches qui vivent dans des villas et dans des maisons, même si c'est une banlieue, il y a des maisons, donc vraiment une vie de citadins qui ont encore assez d'argent pour s'offrir de l'essence, de quoi remplir leur voiture et aller au travail, tout ça. Et à côté, cette vie dans les tours, dans la cité, où dès qu'on croise un regard, ça peut tourner à l'effusion de sang, et voilà, c'est très... on s'étonne pas de trouver des cadavres le matin au bout du couloir, enfin bon, quelque chose de vraiment beaucoup plus dur. Et en fait je trouve que c'est finalement assez peu creusé et c'est dommage, j'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur comment on en est arrivé là en fait. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet, donc c'est pas grave, mais mon petit regret, j'aurais aimé en avoir plus sur ce monde là. Mais en tout cas ce que donne ce monde là, c'est forcément des personnages élevés à la dure, des personnages qui ont une vie vraiment pas facile, et des personnages que j'ai absolument adorés, voilà. Donc on va suivre en particulier un trio de personnages, donc avec Nathanaël, Val et Callum. Nathanaël et Val qui se connaissent depuis qu'ils sont enfants ou adolescents et qui sont devenus vraiment... ils se sont choisis en fait, hein, donc ils sont devenus leur famille entre eux. Ils s'autoprotègent, voilà. Vraiment une relation extrêmement belle, extrêmement forte. Ils ont chacun, tous d'ailleurs, avec Callum en particulier, mais Nathanaël et Val, énormément de mystères qui s'éclaircit forcément au fur et à mesure qu'on les côtoie. Mais tout n'est pas amené d'un seul coup, voilà, il n'y a pas une grosse présentation de personnages. Je trouve que la façon dont on les découvre au fur et à mesure, c'est très beau, extrêmement bien fait. Je les ai adorés, voilà, les deux.
j'ai adoré, et Callum qui arrive là-dessus et qui va vraiment faire basculer leur vie. C'est un jeune garçon qui a vécu visiblement un énorme traumatisme et Nathanaël et Val vont l'accompagner et essayer de le sauver de lui-même. Sur la partie univers, mais liée au personnage, le thème principal de ce roman et qui a éveillé en moi une nostalgie, une mélancolie de mes lectures adolescentes, les loups-garous. Voilà, les loups-garous sont au centre de ce récit. On va suivre en particulier une meute et Nathanaël qui est lié à cette meute et Callum qui est lié. Et finalement, tout est une histoire un peu de meute et de relations entre les loups et non-loups d'ailleurs. Et j'ai tout simplement adoré. Je pense finalement le récit s'étale sur pas si longtemps que ça. Je pense qu'on va les suivre sur 3 mois à peu près, 3 pleines lunes. C'est comme ça que je compte. Et j'ai tout bonnement adoré. Là encore, peut-être le petit regret, c'est de finalement avoir assez peu d'infos sur qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir un loup. Enfin voilà, comment... Alors, on comprend que ça peut être par morsure, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de devenir un loup sans avoir été mordu ou quoi? Enfin voilà, là c'est assez peu creusé parce que les personnages en même temps, eux-mêmes ont assez peu d'informations sur le sujet. Je pense qu'il y aurait eu moyen de rentrer des informations, de faire découvrir aux personnages des informations sur eux-mêmes par un biais, puisqu'il y a un événement particulier et ils trouvent des informations. Je pense que à ce moment-là, on aurait pu, l'autrice aurait pu ajouter des informations sur comment on devient un loup-garou, est-ce que c'est une histoire de génétique ou quoi. Pour ce qui est de l'intrigue, on est loin d'une quête, on est très très loin d'une aventure, en fait on est vraiment, et d'ailleurs je crois que c'est écrit derrière, voilà, ce récit fantastique est avant tout celui d'une tranche de vie. C'est une tranche de vie, c'est-à-dire que on rentre dans la vie de Nathanaël à un moment qui est même pas forcément un moment particulier. Alors il y a un basculement sur la première partie, vraiment quelque chose qui bascule, mais ensuite c'est vraiment les deux parties suivantes, je crois qu'il y en a deux. Nathanaël, Val et Callum qui essaient de garder la tête hors de l'eau malgré tout ce qui va leur tomber dessus au fur et à mesure, mais c'est pas des événements, j'ai pas envie de dire que c'est vraiment des événements déclencheurs, c'est juste la vie voilà, qui leur tombe dessus, parce que ce monde là est dark, parce qu'il est dur, parce que si, parce que ça, et c'est extrêmement bien fait, et moi j'adore ce genre de récit, vous le savez. J'ai toujours cette sensation de pas en avoir assez, de pas avoir de vraie fin. En l'occurrence ici c'est pas le cas, on sent qu'on ferme quelque chose et qu'on peut s'arrêter là, voilà, sans trop de regrets de ne pas suivre plus longtemps les personnages. Malgré cette grosse précasse, je vous l'ai dit dès le début, ça se lit à une vitesse, je trouve que c'est vraiment très bien rythmé, dans chaque chapitre ça nous arrive de changer plusieurs fois de personnages, donc entre Val, Callum et Nathanaël. Parfois on les suit alors qu'ils sont sur vraiment des moments totalement séparés et ils vivent des choses vraiment très différentes, et je pense que ça... Ils ont chacun une vie et ils mènent chacun leur barque à leur façon, puis ils se rejoignent, puis ils se séparent, et puis voilà. Et il y a quelque chose dans la construction qui fait que c'est extrêmement rythmé, on s'ennuie pas. La dernière chose que j'aimerais vous dire à propos de ce roman concerne la mixité et l'intégration des minorités, parce que c'est exactement ce que j'aime. Et pour ceux qui ont vu ma présentation sur Half Lost, vous savez que c'est exactement la façon dont j'aime que les choses soient amenées, c'est-à-dire que c'est un non-sujet complet. Là on est des personnages, si vous voulez, qui ont des orientations sexuelles, qui sont de couleurs différentes. Ils sont tous égaux, ils ont tous leur vie, et c'est pareil au niveau de la parité, du traitement des femmes, c'est super intéressant. Il y en a plusieurs qui sont alors, plus ou moins approfondies, c'est clair que ce ne sont pas les personnages principaux, mais voilà, elles ont toutes des traits de caractère assez différents. D'ailleurs, j'y pense là, mais le chef du gang dont on va le plus parler est une femme, voilà, par exemple. Donc voilà, la représentation des orientations sexuelles, ou non-orientation sexuelle d'ailleurs, la mixité raciale, sociale, est amenée de façon tellement naturelle, spontanée, voilà, c'est exactement ce que j'attends, c'est exactement ce que j'adore trouver dans les romans. Pour terminer, c'est un récit qui, je trouve, s'éloigne de tous les clichés qu'on peut avoir lus
vous inquiétez pas du coup si vous avez eu un problème avec les récits sur les loups-garous, ça s'en éloigne complètement, mais en gardant ce côté fantastique qui moi m'avait énormément plu. C'est un récit qui est puissant, qui est fort, qui se dévore, qui... bon voilà. Il faut que je vérifie d'ailleurs s'il est bien sur la liste des sélectionnés, enfin des futurs sélectionnés du PLIB 2023. En tout cas pour ma part c'est certain que je voterai pour lui et j'espère qu'il ira très très loin parce qu'il le mérite à 200%. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec Meute je valide une entrée avec une sortie de l'année, voilà, de mon Sweetie Gourmet Challenge. C'était quand même l'objectif. Je vais vous parler très très rapidement de Lettre à une inconnue de Stefan Zweig, vraiment très rapidement parce que c'est une nouvelle hein, très clairement qui fait 80 pages je crois. J'ai déjà lu Le joueur d'échecs, je ne sais plus si j'ai répondu à ce commentaire, je sais que quelqu'un m'en a parlé sous le book haul. J'ai déjà lu Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, d'ailleurs c'est le seul que j'ai lu de lui et c'est ce qui m'a donné envie d'en découvrir d'autres. Et j'ai choisi celui-ci en particulier grâce à Gomistinguette sur Instagram qui a des lectures très intéressantes, extrêmement éclectiques. C'est pour ça que j'aime beaucoup la suivre, je trouve qu'elle donne des idées fort intéressantes. Et ben, récit très très court mais que j'ai trouvé très beau, très fort, très bien écrit. Je vais pas vous en dire plus. Globalement au niveau de l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui a une vie bien pleine et qui reçoit un jour chez lui une lettre. Il rentre chez lui, ouvre sa lettre et va découvrir l'histoire, son histoire en fait, vue par les yeux d'une inconnue qu'il a croisée à plusieurs reprises au cours de sa vie et qui était folle amoureuse de lui. Voilà. J'ai trouvé la construction super intéressante, j'ai trouvé le personnage de cette femme tellement... Enfin, c'est un amour passionné, passionnel, je l'ai trouvé incroyable. Mais c'est une lecture qui est aussi assez dure. Celui-là je l'avais pas mis dans mon Sweetie Gourmet Challenge, donc bon. Lecture suivante, je l'avais pas mis non plus dans mon Sweetie Gourmet Challenge, mais en fait il remplit une assiette qui est une assiette cocktail, une histoire qui se passe en Italie et il s'agit de La liberté au pied des oliviers puisque ça se passe dans les années 40 dans les Pouilles. C'est de nouveau moi avec j'imagine un changement de luminosité assez conséquent puisque ma batterie m'a lâché et je voulais quand même terminer au moins 2 présentations sur 3 ce soir, donc me revoilà. Je pense que j'avais commencé à vous parler de La liberté au pied des oliviers et je couperai, je vais recommencer parce que je sais plus où j'en étais. Une histoire de famille, on va suivre 2 sœurs, Angelina et Teresa. Angelina qui a hérité de la malédiction familiale qui est la beauté incroyable de sa mère, beauté qui a déjà attiré sur la famille malédiction. En soi j'ai trouvé l'histoire sympa, je vais pas vous parler 3 heures de ce roman parce que j'ai trouvé l'histoire sympa, sans plus. On va tout suivre du point de vue de Teresa qui raconte son histoire, ça j'ai eu parfois un petit peu de mal à saisir mais je crois qu'elle raconte son histoire suite au décès de son père. Et elle raconte comment elle a vécu son enfance pendant que son père était enrôlé dans la Seconde Guerre mondiale, dans une véritable misère, sa mère qui n'avait plus de ressources, qui a dû voilà, qui a vécu des choses terribles pour que sa famille puisse s'en sortir. Et puis ensuite sa sœur, amoureuse d'un seigneur, enfin voilà, c'était... bien mais sans plus, voilà. Je vais pas vous le conseiller, je vais pas vous le déconseiller non plus. Il va pas me marquer longtemps, d'ailleurs je pense même que je ne vais pas le garder parce que je suis quasiment certaine que je ne vais pas le relire. Vous avez vu comme je fais des progrès là-dessus, c'est incroyable. Ensuite j'ai lu, et celui-là m'a beaucoup plu, Salina, les 3 exils de Laurent Godet, et ça c'était sur le conseil de consultation littéraire sur Instagram. Laurent Godet, ça fait plusieurs fois que je vous en parle récemment, j'en lis un de temps en temps. Je vous ai parlé récemment de ma lecture de Écouter nos défaites, je pensais qu'il était plus récent que ça mais en fait il date de 2014.
Et je vous avais dit, il me semble que j'avais beaucoup de mal à parler des romans de Laurent Godet parce que j'ai toujours l'impression que je passe à côté de quelque chose ou que j'ai pas la culture nécessaire, ouais c'est ça, les habitudes ou les connaissances littéraires nécessaires pour tout comprendre, tout saisir et voilà, et que d'une certaine façon je trahis un peu l'auteur, son œuvre, etc. Bref. J'ai eu beaucoup moins cette impression avec Sabrina les Trois Exils, raison pour laquelle je pense que je l'ai beaucoup aimé. C'est une histoire de femme forte qui par 3 fois dans sa vie s'est retrouvée d'une certaine façon exilée. C'est raconté par son fils qui l'emmène pour son dernier voyage suite à son décès. J'ai trouvé ce texte très beau, très fort, très poignant. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de vengeance d'abord, mais une histoire d'amour et surtout une histoire de femme. C'était dans des entrées, donc je l'avais associé à l'assiette, lire un livre de moins de 250 pages. C'était une entrée, donc voilà, j'ai validé 2 entrées pour mon Sweetie Gourmet Challenge avec Meute et celui-ci que je vous recommande du coup très chaleureusement. Dans les fromages, j'avais lire un livre qui a rejoint sa palle l'année précédente, si possible le même mois. Vous savez que pour moi c'est souvent possible, et donc j'ai choisi La couleur de l'eau de James McBride, paru aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Vous savez, voilà, là c'est 2 maisons d'édition que j'aime énormément, Babel et Totem, enfin 2 collections, Babel et Totem, Actes Sud et Gallmeister, que j'aime vraiment beaucoup. Alors pourquoi j'avais choisi ce roman là, la couverture, le titre. Je connaissais pas spécialement l'auteur James McBride, j'avais jamais rien lu de lui avant, ce qui est peut-être, comment dire, ce qui est peut-être une idée assez étrange puisque finalement c'est sa biographie. Alors oui, non, oui, c'est l'histoire de son enfance, de sa construction, de sa recherche d'identité, et plus spécifiquement l'histoire de sa mère et de ses racines et de ses origines. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire, réelle du coup, puisque ça nous parle de la ségrégation aux États-Unis, ça nous parle des mouvements de libération du peuple noir, ça nous parle de la vision du peuple juif aussi aux États-Unis, par les différentes communautés. Je trouvais ça super intéressant. Et c'est très particulier parce que, et je me dis mais c'est une richesse incroyable. James McBride a grandi dans une famille de 12, enfin 14 du coup, puisqu'il a 11 frères et sœurs, et il a été élevé essentiellement par sa mère Ruth, puisque son père est décédé à sa naissance à lui, et après sa mère s'est remariée et a eu d'autres enfants. Voilà pourquoi ils sont 11. Et en fait, Ruth, sa mère est juive, et elle s'est mariée par amour à un goy qui était en plus noir. Et du coup c'est un mix culturel absolument incroyable et tellement improbable à cette époque là, et c'est très beau. Voilà, c'est très beau. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de vie que j'ai beaucoup appréciée. J'ai un petit marque-page. Voilà, celui-là je pense que je vais le garder pour le coup. Ça se rajoutera à ma collection des totems de Gallmeister. Voilà. En parlant d'histoire de famille, c'est pareil, celui-là il n'était pas dans mes assiettes, mais je vais faire un petit switch. J'ai lu Écouter la pluie tombée de Olivia Ruiz, qui est en fait la pseudo-suite de La commode de tiroir de couleurs, qui est un tome, enfin qui est un roman que j'ai adoré, et qui suit une sœur, enfin qui suit au travers des yeux d'une jeune femme l'histoire de son immigration ainsi que de celle de ses sœurs qui ont fui Franco en Espagne et la guerre civile. Et donc du coup dans ce roman là on va suivre une autre des 3 sœurs, et du coup je pense qu'il y aura peut-être, c'est ce qu'on s'était dit avec Mélo, un autre roman avec
une autre sœur, voilà. Celui-ci m'a moins plu, pour être tout à fait franche. J'ai beaucoup, enfin la commode de tiroir de couleurs, voilà, ça m'a touchée, j'ai pleuré. Celui-là pas trop, j'ai pas été très émue. Je pense que le parcours de vie du coup de Carmen m'a beaucoup moins touchée, voilà. Alors là aussi la construction est particulière, donc la commode de tiroir de couleurs, chaque chapitre c'était l'ouverture d'un tiroir. Là chaque chapitre c'est une personne importante dans la vie de Carmen qui a changé sa vie. Et je sais pas, son histoire m'a moins touchée, mais je crois que déjà parmi les sœurs de la fratrie, c'était celle qui m'avait le moins touchée, donc d'une certaine façon c'est pas tellement surprenant. Carmen elle a eu une vie très tumultueuse à côté de la vie très rangée de ses sœurs finalement, et donc il me semble que c'est la plus jeune des 3 sœurs. Elle est arrivée en France, elle a rejoint ses sœurs quand elles ont ouvert Rita quand elle a ouvert un café. Et puis après elle est partie retourner en Espagne en suivant un toreador, je sais plus, torero. Malgré le fait qu'elle exècre la corrida, et puis en fait finalement elle a échoué en prison et elle a réussi à s'en sortir, mais elle était sous médicaments, enfin voilà, c'est extrêmement tumultueux. Et voilà, j'ai été moins touchée. Je trouve aussi, alors il faudrait que je relise le tome 1, il faudrait que je le retrouve et que je relise des petits bouts, mais la plume aussi m'a paru beaucoup plus découpée et hachée. Bon voilà, donc je vous conseillerais pas forcément celui-ci, en revanche le premier ça vaut vraiment le coup et je pense qu'on ne fera pas de comparaison avec Mélo. Parce que tout simplement on n'a pas grand chose à en dire, c'est un roman qui est extrêmement court. J'avais fait une blague, je crois que c'est genre 10 centimes la page, voilà c'est ça. Il coûte 19,90 € et il y a 193 pages. Faut les savourer. Voilà, voilà qui est fait, j'ai réussi à terminer, tout est dans la boîte, il n'est que 22h40. J'espère que cette deuxième partie de présentation vous a plu, comme d'habitude je vous attends dans les commentaires pour discuter des romans que je vous ai présentés. S'il y en a qui vous interrogent en particulier, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous en avez lu certains, surtout donnez-moi vos avis. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.